C'est l'une des grandes voix pour la tolérance, pour la liberté aussi. Abnous Chalmani, elle sait combien coûte le prix de la liberté. L'Iran, évidemment. Et aujourd'hui, la laïcité est un enjeu essentiel. Laïcité. J'écris ton nom, Abnous Chalmani. Vous publiez ce court texte aux éditions de l'Observatoire. C'est comme un cri du cœur. Et c'est le texte d'un discours que vous aviez prononcé en tant que membre du jury du prix de la laïcité, que vous avez d'ailleurs présidé. Exactement, c'était le 8 novembre dernier et j'ai eu cet honneur d'être présidente de ce prix qui me parle beaucoup et j'ai écrit ce discours et il a plu. Il a eu un certain impact et donc les éditions de l'Observatoire m'ont proposé, à travers Mathilde Lebécourt, d'écrire la version longue. Oui. Donc de creuser davantage ce texte que j'ai fait avec un grand plaisir. Oui, on voit ces images, une sorte de sidération pour le public de vous entendre. C'est-à-dire que le public s'est levé, vous a acclamé. Juste écoutez quelques instants, je ne sais pas si on peut écouter un extrait de ce discours. Dans les limites du droit, laïcité. Ce mot qui fait l'honneur de la France et qui, dans la guerre culturelle mondiale, devient un fardeau. Ce mot qu'on doit dorénavant défendre alors qu'il nous défendait il n'y a pas si longtemps, qu'il nous protégeait, nous consolait, nous rassurait. Laïcité, ce mot qui se retourne en une insulte dans la bouche des ennemis de la liberté et de la France. C'est vrai que ce sont des mots très forts, Abnous Chalmani. Mais oui, parce qu'on a tendance à oublier. Moi, je reprends souvent le mot de Jean Jaurès en 1905, au moment où a été votée la loi de la laïcité, c'est-à-dire de la séparation de l'Église et de l'État. Et il disait la laïcité, c'est la fin du réprouvé. Et c'est exactement ça. C'est la laïcité, c'est la promesse républicaine tenue. C'est-à-dire que quelle que soit ton origine sociale, ton ethnie, ta religion, ton sexe, tu es mon égal, mon frère ou ma sœur en humanité devant la République. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point c'est révolutionnaire et puissant, d'où la protection que c'est pour tous. Mais en même temps, on voyait bien dans ce discours, le dire avec vos mots a provoqué, je le disais, une réaction très forte. On se dit, au fond, on a senti dans le public les gens se disant, enfin, il y a quelqu'un qui se lève. Et pourtant, je n'ai fait que dire, j'allais dire des banalités. C'est que de ne que rappeler pourquoi cette laïcité était tellement importante, en quoi c'est la fille aînée de la liberté, en quoi notre avenir ne peut se faire qu'avec elle, et à lister les dangers et les attaques malhonnête contre la laïcité. Finalement, c'est ça, c'est repérer pourquoi est-ce que la laïcité a perdu de sa puissance et de sa valeur et combattre ces attaques-là, justement, au nom de l'universalisme et de l'humanisme. Oui, vous dites aujourd'hui, nous voilà réduits à défendre la laïcité, comme si la laïcité n'était plus une évidence. Oui, mais oui, parce que qu'est-ce qu'on défend finalement quand on défend la laïcité? J'ai souvent cette expression-là, mais que je réutilise, mais défendre la laïcité, c'est de ne pas vouloir que cet enfant soit le pur produit de sa naissance. C'est que n'importe quel enfant qui naît en France, et moi j'aimerais l'universalité, que n'importe quel enfant qui naisse partout dans le monde soit libre de ses choix, qui ne soit pas la suite sans imagination de son ascendance, qui ne soit pas obligé de faire le métier du père, qui ne soit pas absolument lié à la maison des grands-pères, finalement qui soit libre. La laïcité, c'est aussi la célébration de la singularité individuelle. Donc quand on me dit ta laïcité, ton universalisme, c'est une manière d'uniformiser, c'est justement le contraire. C'est la singularité individuelle qui s'exprime après avoir signé au bas de la charte de la République. Et ça fonctionne. Je cite, c'est là dans ce livre absolument formidable qu'il faut lire. Au nom d'une tolérance dangereuse, nous avons collectivement laissé prospérer l'intolérance qui tue. Et là, vous citez évidemment tous les assassinats, le Paty, les professeurs, etc. Et ça, vous dites, au fond, on en est collectivement responsable. Oui, je pense aussi. Je pense qu'il faut pas se... Je pense que c'est important. C'est que nous sommes citoyens français. Nous sommes tous des républicains à partir du moment où nous payons nos impôts en France, où nous participons de la vie de la France, quelles que soient nos origines, et que nous devons prendre notre part de responsabilité. C'est Helvétius, qui était un politique, un penseur, un philosophe du XVIIIe siècle, qui disait que la tolérance est une chose extrêmement positive et qu'une nation doit être tolérante jusqu'au moment où elle ne doit pas tolérer une religion intolérante. Et à l'époque, c'était le catholicisme.
Aujourd'hui, c'est l'islamisme, le cancer de l'islam, qui a pris la place de ce qu'était le catholicisme à l'époque. J'en sais rien, peut-être demain, ça sera l'hindouisme. Vu ce que Modi fait de l'hindouisme, qui devient un suprémacisme en Inde, ça se trouve, dans 30 ans, on aura des problèmes avec l'hindouisme. Qu'importe, quelque part. Mais aujourd'hui, c'est ça l'ennemi. C'est l'islamisme qui pratique un renversement des valeurs et qui transforme tout ce qui est positif, c'est-à-dire qui nous renvoie notre universalisme comme étant un racisme, notre égalité en étant une illusion et notre laïcité en étant une arme de combat contre les musulmans. Mais non, justement, c'est que la laïcité permet aux musulmans, aux catholiques, aux sikhs, aux bouddhistes, aux protestants, aux juifs, à n'importe qui, d'exercer sa religion dans les limites de son intimité. C'est qu'il n'a pas à s'exercer dans l'espace public, pas qu'il ne doit pas le démontrer, mais qu'il ne doit pas mettre en danger autrui. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce fait divers moi, qui m'a bouleversée, mais vraiment, on en a beaucoup parlé avec Kamel Daoud, par exemple, grand écrivain et chroniqueur au Point. On en a beaucoup parlé de ces deux Algériens qui buvaient un coup à Bordeaux sur les pelouses, et cet homme qui s'est approché d'eux, d'origine afghane, et qui leur a dit « Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool le soir de l'Aïd el-Fitr, etc. » Et l'autre, il a dit « Mais laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. » Il est mort. Il en est mort. Oui. Je veux dire, la laïcité, c'est pour éviter ça. La laïcité dit, mais si tu as envie de pratiquer, tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas à l'imposer à l'autre, quel qu'il soit, même s'il vient de la même religion que toi. Tu n'as pas à faire, j'allais dire, la police religieuse dans l'espace public français qui permet à tous, quelle que soit sa religion, de boire de l'alcool, même s'il est musulman. Mais donc ça veut dire que la laïcité n'est pas la guerre aux musulmans, ni la guerre à l'islam. Non. C'est la guerre, vous dites, à l'islamisme. Et au fond, certains ont tendance à vouloir associer les deux pour finalement essentialiser l'ensemble des musulmans. Exactement, mais je dis toujours, regardez bien dans les discours qui amalgame islam et islamisme. Prenez quelqu'un comme Recep Erdogan, le président turc, à chaque fois qu'il parle de la laïcité à la française, il n'utilise pas le terme islamiste, il utilise le terme musulman. Et c'est ça qui est extrêmement rageant. C'est justement les islamistes qui poussent à amalgamer musulmans et islamistes pour emprisonner les musulmans dans une essence et les rendre prisonniers quelque part de leur religion. Cette pression communautaire, je pense que c'est ça. Et il fait plus de mal, c'est aux musulmans eux-mêmes. Oui. Et ces musulmans-là, la majorité des musulmans, la très grande majorité, vit sa foi normalement en France. Mais ils subissent une pression islamiste, qui est une pression toxique, qui les empêche d'atteindre la singularité individuelle, qui les renvoie tout le temps à leur communauté, alors que, j'allais dire, ils ne sont que des citoyens comme un autre, comme les autres, comme vous et moi. C'est aussi les pousser à finalement sortir du cadre religieux pour aller dans la cité, l'affaire du voile d'ailleurs, c'est à l'origine. Vous avez présidé le prix de la laïcité au moment de la première affaire du voile en France. Oui, c'est ça, ça a été créé. Le comité Laïcité République est né en 1989 suite à la première affaire du voile. C'est 3 lycéennes, collégiennes qui refusaient d'enlever leur voile. 89 aussi l'année de la fatwa contre Salman Rushdie par l'ayatollah Khomeini, et c'est aussi l'année du bicentenaire de la Révolution. Moi, je pense que cette année-là, 1989, nous dit beaucoup. Et qu'il faudrait, c'est bien de regarder en arrière, de revenir, et de se dire que là, s'est passé quelque chose qu'on n'a pas assez vu venir, qu'on a peut-être minimisé, parce que c'est une minorité. Mais vous savez, les minorités peuvent être parce qu'elles sont beaucoup plus bruyantes. La majorité est de fait silencieuse. Parce qu'une minorité est beaucoup plus agressive et beaucoup plus bruyante, elle parvient souvent à paralyser la majorité. Et c'est exactement ce qui s'est passé à partir de 89. Et le discours s'est retourné. Cette laïcité qui est une protection est devenue comme une arme contre les musulmans. Mais c'est extraordinaire parce qu'il faut toujours rappeler qu'en 1905, on a dû envoyer l'armée pour retirer les crucifix des écoles. Parce que beaucoup du clergé catholique, qui était extrêmement radicalisé, refusait, en ayant embrigadé des parents d'élèves, ils s'étaient enchaînés devant les écoles et refusaient de retirer les crucifix des salles de cours. Et on a envoyé l'armée. C'est quand même assez gros. Et on a toujours, en plus, tendance à lier la laïcité
à la France, en disant la laïcité, c'est français. C'est une invention française, au fond. On se dit c'est aussi c'est français parce que jugé nous par sommes... certains pays musulmans comme une spécificité française qui est défavorable à l'islam. D'abord, d'une part, c'est faux parce que l'autre pays qui utilise ce mot et qui est inscrit dans sa constitution, même si elle est de moins en appliquée, c'était la Turquie, c'était du temps d'Atatürk qui justement a imposé la laïcité. Et ensuite, il ne faut jamais oublier que la laïcité, la première séparation de l'Église et de l'État, dans son sens premier, est née au XVIe siècle dans l'Empire perse. C'est Shah Abbas Ier, qui était un Turc d'origine sunnite, qui s'est converti au schisme et qui, arrivé au moment des conquêtes, a conquis l'Empire perse et a décidé... C'est lui qui a fait du schisme la religion d'État, et il se trouve qu'il y a un clergé dans le schisme, au contraire du sunnisme. Et il s'est dit, dis donc, ces gens très instruits peuvent potentiellement devenir des concurrents politiques. Et il a instauré la première séparation de la mosquée et de l'État en disant, vous vous occupez du spirituel, vous vous occupez des âmes, de l'intime, je m'occupe de géopolitique et de politique. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et ce que tout le monde a tendance à oublier, c'est qu'en 1905, l'année où on vote la laïcité en France, c'est l'année de la révolution constitutionnelle en Iran, donc la constitution de 1905 qui a tenu jusqu'en 1979, où dans les 10 premiers articles, je crois que c'est le 7, c'est la laïcité, séparation de la mosquée et de l'État. Oui. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de franco-français, et il est né dans une terre orientale, et en l'occurrence, là, au XVIe siècle, une terre chiite. Donc, c'est pour ça aussi, c'est qu'il faut voir aussi la valeur universelle de la laïcité. C'est que moi, je ne vois aucune raison, parce que moi, je me sens extrêmement privilégiée de vivre dans un pays où la laïcité est un parapluie qui me protège du prosélytisme, de la violence religieuse. Mais je ne vois aucune raison qu'un Indien d'obédience musulmane, aujourd'hui en Inde, soit victime du suprémacisme hindou qui tabasse ses parents, qui l'empêche d'accéder à l'école, qui l'empêche de pratiquer sa foi. C'est pour ça que je pense en plus que non seulement il faut le préserver en France, mais alors pour une fois, je suis d'accord avec un prosélytisme laïque, c'est aussi cette laïcité que voulait Gandhi pour que musulmans et hindouistes puissent vivre en bonne concorde dans ce qui est aujourd'hui la plus grande démocratie du monde, et que Narendra Modi est en train de remettre en cause en harcelant et en discriminant non seulement les musulmans, mais aussi les chrétiens. Mais en France, on voit bien que certains musulmans ont envie de pouvoir exercer, y compris s'habiller d'une autre façon dans la cité, ou au moins exercer une pression d'influence peut-être religieuse sur la vie politique, et peut-être au prix d'ailleurs de ce que certains pourraient juger comme une forme de séparatisme ou de communautarisme. Oui. Est-ce que c'est contre ça que la laïcité combat ? Exactement comme on l'a combattu contre l'Église catholique qui refusait au début du XXe siècle de rendre l'éducation laïque et de permettre à tous les élèves français, les écoliers, les collégiens, les lycéens, d'étudier autre chose que, j'allais dire, des études religieuses, c'est-à-dire d'accéder aux sciences humaines et sociales, et donc à Darwin aussi. Et ça posait énormément de problèmes à l'Église. Exactement comme nous l'avons fait face aux attaques de l'Église catholique, il faut le faire avec les islamistes. C'est-à-dire qu'il faut leur résister dans le sens où, regardez, cet événement, c'est quand même extraordinaire. Dans le texte de 1989, dans la tribune adressée à Lionel Jospin, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler, Alain Finkielkraut disaient si on recule sur le voile, demain, nous ne pourrons pas étudier Rushdie, Baudelaire, Spinoza à l'école parce que les parents ne voudront pas en disant non mais c'est contre notre religion. Et c'est extraordinaire parce que vous vous souvenez de cette lettre publiée il y a 2-3 mois par un professeur, un écrivain et un professeur de français qui a exercé pendant 15 ans dans des quartiers dits difficiles et qui racontait que quand il avait organisé une sortie au musée d'Orsay, il n'y a que 3 élèves sur une classe de 40 qui s'étaient présentés parce qu'il y avait trop de nus au musée d'Orsay. Que des élèves de 12-13 ans venaient le voir au moment où ils étudiaient Madame Bovary pour dire que c'était péché et pour dire je vais prier pour votre âme parce que vous êtes bon pour l'enfer. C'est incroyable que des gamins de 12-13 ans tiennent ce genre de discours. Et il est tout à fait indispensable pour non seulement indispensable, mais vous savez, c'est même fondamental pour eux, c'est que n'importe quel élève qui fréquente l'école laïque républicaine en France accède à autre chose que sa culture familiale, accède à autre chose que ce qu'il sait déjà dans ce qui est son environnement immédiat. Oui. C'est ça
l'émancipation. L'émancipation, c'est d'abord penser contre soi et ses certitudes. C'est d'aller se frotter à d'autres idées, à d'autres lectures, à d'autres manières de faire. Et c'est ainsi, quelque part, qu'on se singularise. C'est comme ça aussi, ce n'est pas une uniformisation, justement, la laïcité. C'est un appel à la singularisation. C'est là où on apprend le jeu. C'est là où on apprend en dehors de sa famille et plus tard en dehors même de ses professeurs et de l'instruction qui on est vraiment. Mais pour ça, il faut accéder au plus large domaine de culture et de savoir possible. Mais aujourd'hui, il y a pas une stigmatisation de l'islam en tant que tel. Non, de l'islamisme, j'espère. De l'islam, certainement pas. Certains parlent d'islamophobie. Oui, mais moi je suis contre. Qui monte. Justement, pour pouvoir combattre et d'une manière totale les actes anti-musulmans, et moi j'utilise ce terme parce que les actes anti-musulmans relèvent du droit, c'est la loi. Vous n'avez pas le droit d'attaquer quelqu'un physiquement, verbalement, parce qu'il est musulman, parce qu'il est juif, parce qu'il est sikh, parce que c'est une femme, parce qu'il est noir, parce qu'il est indien, ça c'est évident. Mais par contre, vous avez tout à fait légitimement le droit de critiquer toutes les religions et toutes les idées politiques. J'ai regardé tout à l'heure ce que j'ai fait, j'ai critiqué le suprémacisme hindou qui est au pouvoir en Inde et qui a priori reste au pouvoir en Inde. Le suprémacisme hindou est un suprémacisme religieux. Je le critique d'une manière tout à fait légitime. Comme je critique l'islamisme comme étant une idéologie totalitaire et dangereuse. Et je rappelle, et je ne cesserai jamais de rappeler, que les premières victimes de l'islamisme dans le monde sont les musulmans. C'est les premiers à en mourir, à en souffrir et à devoir les combattre. Et ça, il faut quand même le répéter. Donc si on est vraiment humaniste et universaliste, eh ben, ça serait quand même bien de penser aux musulmans avant d'essayer de défendre l'indéfendable, c'est-à-dire le totalitarisme islamiste, qui est un antisémitisme, qui est un antiféminisme, qui est une homophobie et qui est, j'allais dire, mais un anti-humanisme pur et dur. Mais lorsque, évidemment, vous prenez ce discours, vous dites, au fond, je suis en nécessité de devoir le faire. Parce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics, qui devraient défendre la laïcité, au fond, qui en sont les tenants, ont fait preuve de lâcheté ou quelque part ont manqué de fermeté. Je pense que tout le monde a fait preuve de lâcheté parce qu'il y a aussi cette manière, c'est qu'il y a une forme de terreur. L'idéologie passe aussi par la terreur qui s'est installée avec cette attaque d'islamophobie. C'est-à-dire dès que vous attaquez les islamistes, tout un discours justement des islamistes a consisté à dire « Ah, en amalgamant islam et islamisme, à dire « Ah, mais vous attaquez les musulmans ». Et quelque part, on s'est empêtré dans ça. On n'a pas réagi assez fermement en disant « Mais pas du tout ». On n'attaque pas du tout les musulmans. Là, on vous attaque, vous les idéologues, qui essayez de faire passer des idées qui vont faire du mal en premier lieu aux musulmans. Là, on a tous été lâches, paresseux, on a eu peur. On a culpabilisé, avec tout ça évidemment lié à tout ce discours décolonial qui sous-entend que de toute façon, la laïcité, l'universalisme, l'humanisme, venant du camp occidental, le camp occidental ayant pratiqué l'esclavage et la colonisation, c'est un camp honni. Donc tout ça s'est mélangé dans une sorte de boogie-booga intellectuel dont on voit aujourd'hui le résultat avec cet antisémitisme qui s'éloigne de plus en plus d'un quelconque antisionisme et qui devient mais vraiment mortifère. Et on s'est laissé faire. Moi, je ne me sens pas la nécessité, c'est-à-dire que je considère que j'ai de la chance. C'est que je considère que, quand mes parents se sont exilés en France et ont choisi la France pour Victor Hugo et pour la laïcité en 1985, mon frère et moi, nous avons été chanceux, parce que la France représentait un phare du fait de sa laïcité et qu'ils étaient sûrs qu'ici, nous serions la conséquence de nos choix et pas la conséquence de notre naissance ou notre religion. Et je vois pas pourquoi moi j'ai eu droit à cette chance et que mes autres frères et sœurs en humanité n'auraient pas cette chance. Mais ceux qui combattent la laïcité le font souvent en disant qu'ils le font au nom de la liberté. Non. La liberté de s'habiller comme on veut pour les femmes, la liberté de... Mais je pense pas que le voile soit s'habiller comme on veut, c'est le vêtement. Est-ce qu'au fond, il faut dire que la liberté, ça n'est pas ça, ou est-ce qu'il faut dire qu'il faut la réduire, la liberté? Ah non, alors... S'il y a bien une personne qui ne vous dira jamais qu'il faut réduire la liberté, c'est bien moi. Mais dire que, par exemple, on n'a pas le droit de porter le voile dans telle et telle circonstance, c'est réduire une forme de liberté. Alors, non, parce que je ne pense pas. Alors, il y a une différence, que moi, je ne considère pas que le voile soit un vêtement. C'est pas un vêtement. Le voile est un signe religieux ostentatoire, qui avait totalement disparu des pays arabo-musulmans,
à partir déjà de l'avant-guerre. Je veux dire, c'est réapparu. On a vu réapparaître le voile islamique à partir de la révolution islamique iranienne de 79. Avant, ça n'existait pas. Avant, les féministes égyptiennes qui ont été à la pointe du féminisme arabo-musulman au début du siècle, au moment où elles combattaient contre le colonisateur britannique, elles avaient commencé à constituer les premiers groupes féministes. Et leur premier geste, avant d'aller manifester devant le Parlement pour réclamer de pouvoir être députés et faire de la politique, ça avait été d'enlever leur voile. C'était leur premier geste symbolique. C'était ça. Donc le voile entérine ce qui est une infériorité politique, juridique, économique, culturelle de la femme. Le porter, c'est rappeler cette terrible et douloureuse histoire des femmes infériorisées et, par exemple, le droit à l'héritage. C'est qu'encore aujourd'hui, il y a débat dans tous les pays arabo-musulmans, les femmes n'ont pas droit au même héritage que leurs frères. S'ils créent des situations absolument tragiques pour les femmes, ils sont obligés de se remarier ou qui n'ont qu'une espérance, c'est d'avoir un garçon pour pouvoir, au cas où elles se retrouvent veuves, ne pas se retrouver en même temps à la rue. Donc c'est ça, c'est un signe ostentatoire d'infériorisation. Oui. Ce n'est pas un vêtement. Personne n'interdit à qui que ce soit de s'habiller comme il a envie. Mais excusez-moi, personne ne meurt Personne n'est obligé de porter une mini-jupe et on ne meurt de porter une mini-jupe que dans des pays où le voile est obligatoire. Des Iraniennes meurent parce qu'elles veulent l'enlever. Je veux dire, moi, je serais pour que le voile puisse être autorisé le jour où il n'y aura plus une parcelle de terre où il est obligatoire. Oui. Et où il y a des femmes qui meurent de ne pas le porter. Oui. Donc vous dites aujourd'hui, c'est un combat existentiel, la laïcité. Existentiel, non seulement pour la France, ça ne se débat pour pas, les la femmes. laïcité. Il faut peut-être arrêter d'en débattre, il faut l'appliquer. C'est même pire que ça. Je veux dire, ce qui me rend très triste et qui me brise le cœur, c'est que je parle beaucoup du début du XXe siècle, de l'art moderne, de tous ces métèques venus d'ailleurs, d'Europe de l'Est, d'Espagne. Fujita venait du Japon, de tous ces artistes qui venaient en France, où ils étaient ils étaient tous fauchés. Les Soutines et compagnie, ils étaient sûrs d'avoir faim, mais ils étaient certains d'être libres. Et à l'époque, ils vivaient tous au bateau lavoir, Picasso, les Juan Gris, les Max Jacob, etc. Je pense que si on était allé les voir en disant « Qu'est-ce que c'est, ça vous plaît, la laïcité ?» Ils auraient été incapables de les plaire. Mais pourquoi ? Parce qu'ils vivaient dedans. Et s'ils étaient venus en France, c'était pour éviter justement le regard inquisiteur du rabbin, du curé, la pression sociale de leur rue, de ce qui se fait de face, ce qui se fait pas. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point ce pari et je ne le fantasme pas parce que ça n'empêchait pas la violence, ces gens-là avaient faim. Mais par contre, ils étaient libres de blasphémer, ils étaient libres de sortir de l'académie, ils étaient libres de pouvoir faire des blagues terrible, et ils en faisaient, croyez-moi. Et c'est ça, moi, alors si je suis nostalgique de ça, c'est que je pense que le jour où on a été obligé de commencer à définir la laïcité, c'est comment on commençait à le perdre. Parce qu'à cette époque-là, c'est-à-dire, on se vautrait dedans sans se rendre compte qu'elle existait, parce qu'elle protégeait absolument tout le monde, les arts, les hommes, les communautés, et que tous ces gens-là, avec leur action à couper au couteau, ils savaient une chose, c'est qu'ils étaient libres parce qu'ils étaient français. Merci Abnou Chalmani. Laïcité, j'écris ton nom, évidemment. On pense à liberté, j'écris ton nom. Abnou Chalmani, c'est un petit livre absolument très fort et très essentiel. Il faut le lire aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci.